Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau webinar, un webinar pour les courageux, hein. On est en période vraiment de vacances, 2 zones en vacances, donc on a mis ce webinar parce que le sujet nous tenait à cœur. C'est un sujet qu'on a eu, souvent à traiter, enfin qu'on a eu à traiter, côté Faro et je pense que c'est un sujet qui, est commun à beaucoup d'entreprises dedans. Et pour le traiter aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Landry, qui est Head of Sales chez EcoAnalytics. Vraiment ravi de t'avoir avec nous. Est-ce que tu as envie de présenter un petit peu plus ton périmètre et EcoAnalytics? Bien sûr, déjà bonjour à tout le monde. Merci Alexis pour l'invitation. Merci à Faro et à Pierre également. Alors en ce qui concerne mon périmètre et qu'est-ce qu'est EcoAnalytics, hein, EcoAnalytics, on a un fournisseur de données géospatiales à vocation d'aider et notamment tout ce qui va être autour de la pub. Donc pour faire assez simple, hein, on va aider des entreprises à justement connecter différents identifiants pour améliorer tout ce qui va être targeting dans la pub. Pardon, hein, si j'utilise pas mal d'anglophones, mais on a beaucoup de mots anglais dans le secteur de la pub. Mais également pour comprendre, grâce à la donnée GPS, comment des individus vont interagir avec un environnement tel qu'une ville ou un pays. Donc le but, c'est vraiment pouvoir aider également sur cette partie plus mobilité de manière générale. En ce qui me concerne chez Eco, donc j'ai le poste de Head of Sales. Je gère l'ensemble de l'équipe commerciale sur la partie New Business. Donc ça veut dire l'équipe d'account exécutif et de SDR. Aujourd'hui, ça représente environ 10 personnes qui vont travailler sur l'ensemble de la Terre. Parce que Eco Analytics, on a un business qui n'est pas uniquement européen, mais qui se trouve être majoritairement mondial, notamment aux États-Unis. Donc les commerciaux, il y en a aujourd'hui encore 2 qui sont basés à Toronto, le reste est basé à Paris. Ouais, l'intérêt, justement, l'intervention de Landry, c'est sur ce travail qu'a pu faire à un moment EcoAnalytics sur le choix des comptes qui devaient rentrer, sur le choix des comptes sur lesquels les accounts exécutifs devaient se concentrer. Et ça va être tout l'intérêt de l'intervention. Juste pour resituer un petit peu cet intérêt, ça part d'un principe initial qui est qu'en amont, enfin souvent au départ en tout cas d'une entreprise, on est très 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 tourné sur la partie transformation dedans. Et souvent, le regard sales qu'on a, c'est ça, il y a des opportunités qui arrivent et on va regarder est-ce qu'elles transforment, mais sans véritablement avoir une vision à long terme, de savoir si ces opportunités qui transforment sont en train d'apporter de la valeur dans le temps pour l'entreprise. Et ça, ça marche un petit peu au début, c'est souhaitable, hein, franchement, de se concentrer sur la partie transformation. Mais il y a un moment où il y a une bascule qui est un petit peu nécessaire parce que l'entreprise grandit, qu'on met de plus en plus d'efforts et potentiellement on les met sur des comptes qui sont avec une valeur dans le temps qui est beaucoup plus faible dedans. Et donc là, on a besoin de recentrer. Alors, je sais pas, il y a petit, il y a un petit jeu avec la presse. Donc, à un moment, on est obligé de recentrer en tout cas sur cette partie plutôt LTV, donc la valeur qu'on va pouvoir tirer dans le temps, et sortir un peu de ce schéma de volume qui est présent sur la partie acquisition dessus. Plus on a de volume en entrée dessus, dis donc, je me bats avec cette présentation, dis donc, dessus. Je ne sais pas si c'est toi, Pierre, en arrière-fond, mais dedans. Mais donc le but, en tout cas, c'est de pouvoir se dire que le volume peut être un frein pour la performance commerciale à un moment, parce qu'on va demander aux équipes commerciales de passer beaucoup de temps sur des opportunités qui ont une valeur qui est plus ou moins importante dedans. Donc importante parce que potentiellement, soit elles transforment très peu, soit quand elles transforment, elles restent peu longtemps dedans. Et donc la valeur est très, très faible. Dessus, quand on n'a pas ce regard sur la partie LTV, justement, on a le regard un petit peu sales qui est cette opportunité, elle ressemble très fortement à des gens que j'ai transformés dedans. Donc en fait, j'y vais, j'investis du temps, je passe du temps, je fais des appels, je fais un R1, un R2, un R3, R4, enfin peu importe le nombre de rendez-vous qu'on peut mettre dedans, mais qui va tout simplement un petit peu coûter des efforts dessus. Donc, on va fonder l'intuition un petit peu sur le traitement commercial. Et ça peut avoir des bons aspects, mais ça a aussi cette partie qui est un petit peu plus compliquée. Donc, dedans, alors s'il y a une personne qui joue avec la présentation, s'il vous plaît, arrêtez de le faire. Dedans, c'est un enfer de l'autre côté à pouvoir le traiter dessus. Et Pierre, si tu peux modifier le paramètre, au cas où, ça peut être très cool dedans. Donc, si ça pose un problème, dedans, il y a deux problèmes qui vont être présents. C'est que justement, on va avoir ce mythe
du pipe qui est bien rempli, c'est très rassurant hein, côté sales d'avoir cette partie-là en disant j'ai beaucoup d'opportunités qui rentrent, je vais pouvoir faire mes objectifs. Ouais, ben, un petit peu, ça peut coûter assez cher dedans. Et puis derrière, on va avoir une autre partie qui va être problématique, c'est qu'on va potentiellement traiter beaucoup les leads en fonction du moment d'arrivée. Donc le dernier qui est arrivé, tout simplement, va être traité. Et ça, pas forcément par ordre de priorité pour l'entreprise. Et c'est vraiment assez problématique. Justement, voilà, je te laisse. Ouais, Alexis, je te rejoins entièrement là-dessus, hein. En fait, on se rend compte, hein, et depuis ces différentes années en tant que sales, je me suis rendu compte, c'est assez simple. On peut avoir des gros pipes, tout prendre, mais en fait, chaque deal qu'on va travailler, chaque contact, chaque meeting, ça va prendre forcément du temps. En plus, ça peut prendre parfois des ressources du commercial, mais comme nous, chez Echo, où la plupart de notre données va être personnalisée, ça prend en plus du temps en interne. Donc finalement, c'est énormément de ressources qu'on use pour parfois peu de résultats ou pas de résultats, justement parce qu'on a du mal à estimer. Trop souvent, on a du mal à estimer quelles vont être les bonnes opportunités, les mauvaises opportunités, et surtout quelle va être la valeur pour l'entreprise à l'avenir. Ouais, il y a cette notion vraiment de LTV. Ouais. C'est ce qui était présent même chez vous, c'est que tu me partageais un petit peu en off, mais qu'il y avait avec une organisation commerciale dans laquelle on passait beaucoup de temps sur beaucoup d'opportunités, ça empêchait même les account exécutives de tirer le maximum de valeur des opportunités qui étaient les plus importantes. Bah ouais, en fait, quand j'ai repris l'équipe chez Ecoanalytics il y a à peu près 8-9 mois, en fait, il y avait un vrai sujet. Le sujet, c'était qu'on avait un pipe qui était énorme, hein. J'avais des fois des forecasts à 5 millions d'euros et on finissait le trimestre à 300-400 000 euros de facture. Et en fait, cette question était que, et je me suis souvent posé la question justement de comprendre d'où venait le problème. Et je me suis rendu compte, avec beaucoup d'analyses, en travaillant aussi avec des outils, que plus de 80% de notre pipe était repoussé d'un trimestre à un autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, de un, on travaillait avec des entreprises qui n'étaient pas forcément les bonnes, qu'on n'avait pas forcément des entreprises qui avaient envie d'acheter tout de suite, mais qu'on les mettait d'ores et déjà dans notre pipe pour un peu grossir cette vision qu'on avait et cette impression d'avoir quelque chose d'important en termes de volume et de revenus potentiels. Mais à la fin, on se tombait toujours sur le même problème qui était beaucoup de deals, beaucoup de temps passé, beaucoup de relances, beaucoup. Mais finalement, on n'était pas dans le bon momentum. On a des entreprises qui ne voulaient pas forcément acheter et en fait, parfois des entreprises qui étaient très mal qualifiées. Ouais. Ce momentum, je pense qu'on va en revenir. Ça fait partie aussi de cette qualification, un critère qui est de plus en plus important pour justement essayer de concentrer le travail commercial dedans. C'est un sujet. On a choisi ce sujet aussi pour situer un petit peu sur la valeur. C'est qu'on a de plus en plus de mythes sur le fait que on peut traiter tout de manière automatique. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'automatise absolument pas. C'est la partie, la relation commerciale. Et donc, le temps du commercial a encore plus de valeur qu'auparavant dedans. Donc, vraiment, ce choix des opportunités, cette construction par rapport aux opportunités qui ont le plus de valeur pour l'entreprise et de mettre l'effort commercial en fonction, c'est encore plus actuel avec tout ce qui se passe notamment sur l'IA. Donc, on va vous présenter aussi comment utiliser la donnée là-dessus. Donc, l'idée, c'est que la donnée vous permet de pouvoir sortir de cette intuition, tout simplement, et de rationaliser ce traitement. Justement, hein, c'est vrai qu'en fait, on se base un peu trop en tant que commercial sur l'intuition. Moi, c'était un livre qu'on m'avait proposé, mais les 4 accords de Toltec expliquaient justement qu'il fallait sortir un peu de cette partie assumption, de penser en avance ou d'avoir une sorte uniquement d'intuition, mais de se baser beaucoup plus sur des faits. Et c'est intéressant, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de commerciaux qui finalement disaient, bon, ça, je suis sûr, ça va closer, ça, je suis sûr, ça va être gros, ça, je suis sûr, mais en fait, en se basant sur quoi uniquement? Le ressenti, qui finalement n'est pas suffisant, je trouve, pour gérer un pipe, notamment pour avoir un forecast clair et savoir où mettre des efforts. Et c'est là où la donnée devient intéressante, hein. C'est que finalement, que ce soit pour ouvrir un compte, hein, si on met toute une équipe, les SDR, des AI, travailler sur un compte finalement où la valeur est faible, on va y passer beaucoup de temps pour à la fin peu d'intérêt. Et pareil au niveau, lorsqu'on va travailler chez Echo, nous on envoie, donc c'est pas des démos, mais on envoie des échantillons de données. Donc finalement, c'est des échantillons d'1 ou 2 semaines de données qu'on envoie. Et en fait, il faut prioriser d'un point de vue
technique, d'un point de vue produit, quel type d'échantillon on va vouloir envoyer, à qui et quand. Et on avait un vrai sujet qui était le nôtre chez Ecos, c'est que finalement, pour essayer de gagner du temps, on envoyait des échantillons un peu partout en disant, bah voilà, on verra qui mord. En fait, on n'avait pas forcément les meilleures entreprises qui mordaient parce qu'on travaillait uniquement sur l'intuition et uniquement sur le fait de savoir, OK, tel client, à quel moment il va me répondre. Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il n'est pas rapide? Et finalement, ça n'a pas forcément nous a pas forcément donné des retours intéressants. Et justement, on a travaillé aujourd'hui de manière différente. On essaie de justement de sortir cette intuition, faire des qualifications beaucoup plus importantes et de se baser sur la donnée. C'est ce que j'ai noté. La donnée, en fait, elle est aussi différente, hein. On a la donnée en amont pour savoir qui est-ce qu'on veut prospecter. Donc, ça peut être la taille d'un compte, ça peut être est-ce qu'ils ont déjà utilisé cette donnée, est-ce qu'on a déjà eu des contacts avec eux. Ça peut être beaucoup de choses là-dessus. Ça peut être également la donnée au niveau du pipe. Justement, hein, le temps de réponse, c'est quelque chose qu'on travaillait chez nous. Ça peut être le pourcentage de potentiel closing côté AI pour savoir vraiment est-ce que c'est intéressant d'y passer du temps ou pas. Mais la data la plus simple, hein, la donnée la plus simple, c'est finalement l'évaluation de la taille du deal, hein, qui est aussi quelque chose de le plus simple et le plus facile en termes de données. Et après, la donnée se retrouve aussi dans l'analyse de l'amélioration continue. C'est une fois qu'on a closé ou qu'on n'a pas closé, c'est très intéressant de savoir la durée de son deal, d'utiliser toute cette donnée qu'on peut avoir dans notre CRM pour comprendre et comment on peut s'améliorer. Ouais, ce travail sur enfin, cet exemple que tu cites sur la partie échantillon, je le trouve très représentatif. C'est-à-dire qu'au départ, on a effectivement un pipe qui est énorme et on a envie de traiter tout le monde de manière indifférenciée. Ouais. Je pense que c'est très humain. Et presque à se dire que si on les traite hyper correctement, on va réussir à transformer leur comportement en utilisateurs qui sont vraiment très bons dedans pour nous. Et dans les faits, c'est pas du tout ce qui se passe. En fait, ça suit une loi complètement. Enfin, c'est de la statistique, quoi. Vous avez des critères d'entreprise et en fait, ces critères d'entreprise, ils vont vous permettre de prédire très largement comment cette entreprise-là va se comporter en termes de transformation, en termes de durée dans le temps. Et donc, une fois que vous avez un peu basculé en vous disant bon, mon traitement commercial, il n'a pas d'impact sur la valeur que je vais pouvoir faire parce que les critères d'entreprise, j'arriverai jamais à les dépasser. Une plus petite structure va réagir toujours comme une plus petite structure et une grande entreprise va réagir comme une grande entreprise. Et derrière, vous êtes obligé d'adapter. Donc, je crois l'échantillon, ce que tu disais de toute façon, Landry, c'est qu'au bout d'un moment, l'échantillon personnalisé, il arrive un petit peu plus tard dans la relation commerciale. Il est donc comme ça nécessite du temps produit, du temps des équipes, ça va être très loin, enfin très éloigné dans le process commercial. Et les utilisateurs qui correspondent pas forcément au meilleur ICP pour vous, n'auront pas, il me semble, pas forcément cet échantillon personnalisé en tout cas. Il n'y aura pas d'échantillon personnalisé pour eux. Exactement. Hein. Finalement, nous, en se basant aujourd'hui sur des critères du revenu que l'opportunité peut générer, sur des critères même de réponse, de temps de réponse, sur des critères de ICP, qu'on va se baser sur est-ce qu'on veut envoyer un échantillon, à quel moment. Parce qu'en fait, c'est un cas qui nous arrivait trop régulièrement. On envoie un échantillon, hop, le client disparaît ou le prospect disparaît. Et après, on n'a plus aucun levier parce que finalement, ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont regardé et nous, on est oubliés et on n'a aucun moyen d'apporter de la valeur. Parce que tout est déjà passé, le momentum est passé, ils ont eu le prospect a eu sa donnée et on passe à autre chose. Et en fait, en attendant un peu et en gardant ce pouvoir de négociation et d'apporter de la valeur et d'expliquer la valeur avant d'envoyer un échantillon, nous a permis de reprendre le contrôle sur la plupart de nos deals. Et ça s'est fait également et notamment grâce à la maîtrise de la donnée assez générale de quelles étaient les entreprises avec lesquelles on avait envie d'avancer, à quel moment. Ouais. Et je présume que, pareil, vous étiez plutôt, du coup, ça rendait le temps commercial plutôt sur la défense du projet que sur la défense de l'échantillon, où vous vous retrouvez à défendre peut-être des données, mais c'est pas le cœur en fait de la proposition commerciale, c'est tout le projet qui est défendu, quoi, côté sales. Ah, tu as tout à fait raison. Finalement, en fait, on était en train de discuter sur des lignes du produit. Donc, on était sur des discussions qui devenaient directement très techniques, très produits, là où, en fait, la valeur de ce qu'on proposait n'était pas comprise. Ouais, ça, pardon, je t'ai coupé. Ouais, non, non, et je te disais aussi quelque chose qu'on a utilisé longtemps hein, et qu'on utilise encore, c'était des techniques de vente comme le bent,
qui nous permettait de savoir si on avait un budget, si on parlait à la bonne personne, si on avait un bon use case et quelle était la timeline d'achat de nos clients. Ce qui nous permettait dans un premier temps de savoir, OK, est-ce qu'on est prêt, est-ce que c'est le moment d'envoyer un sample, un échantillon, pardon, ou pas. Et toutes ces informations nous permettaient de savoir si c'était un client ou un prospect important, urgent, et qu'on voulait travailler tout de suite. Donc pour moi, c'était quelque chose de complètement contre-intuitif aussi sur la partie vente et qu'on a aussi mesuré chez nous, chez Faro. C'est que plus vous pouvez communiquer d'informations, plus vous allez diffuser la valeur que vous pensez hyper importante côté prospect, notamment côté produit. Plus vous vous retrouvez potentiellement en difficulté parce que vous allez lever des interrogations, des problèmes, enfin plein de choses et vous êtes, comme j'essaie de le dire initialement, vous n'êtes pas du tout en train de défendre le projet, la vision que votre produit est en train de défendre, est en train d'attaquer, mais vous vous retrouvez vraiment sur des détails particuliers, quoi. Et donc, la discussion est plus du tout commerciale. Donc, c'est un enseignement, c'est attention, et notamment avec tous les comptes, même les comptes les plus importants, aux informations que vous diffusez, à ce que véritablement tout ne soit pas communiqué le plus tôt possible, que vous apportiez toute la valeur tout de suite dedans. C'est quelque chose qui doit arriver assez tard dans le process commercial pour garder le contrôle, comme tu le Et, disais, et Landry. pour moi, quelque chose qu'on a expérimenté, c'est que finalement, lorsqu'on parle trop du produit en lui-même et pas assez de la valeur apportée, il est très compliqué de défendre son prix. De défendre, parce qu'en fait, finalement, on va être uniquement, ah oui, c'est juste ce type de produit que vous proposez, sans comprendre pourquoi et quelle était l'utilité ou quel était le gain potentiel pour l'entreprise d'utiliser notre solution. Ouais, carrément. C'est des petits, ça paraît des petits détails peut-être, mais c'est vraiment quelque chose qui fait la différence dans les deals et effectivement dans la défense du prix euh, euh, et donc d'en tirer la plus grande valeur dans le temps. On va vous montrer un petit peu ce que nous, on a fait aussi côté Faro dessus. Donc, la première chose, c'est quelque chose qu'on répète très souvent, mais il faut analyser ses meilleurs clients. Ces meilleurs clients, donc en fonction de la valeur qu'on a pu diffuser dans le temps, enfin la somme d'argent qu'on a obtenue de la part de ces clients-là. Vous prenez votre meilleure liste dessus et vous l'insérez, peu importe les outils, que ce soit Faro ou un autre, on s'en fiche. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir comprendre véritablement ce qui est en commun pour ces meilleurs clients. Et c'est d'arriver potentiellement aux critères qui sont les plus décisifs pour vous dire, ah, ben, c'est peut-être la taille d'entreprise. C'est très souvent la taille d'entreprise, faut être honnête. Très souvent la taille d'entreprise qui arrive, qui est un critère très décisif pour comprendre que mes entreprises qui sont les plus qualifiées pour moi, c'est celles qui sont entre 100 et 200 personnes. À l'intérieur de ces critères-là, il y a potentiellement des critères qui sont des critères sectoriels. Bon, je vois que ces codes NAF ou ces activités, ces thèmes sont particulièrement présents chez mes clients qui sont les plus importants chez moi. Dedans. Ensuite, regardez, par exemple, faire passer la jeunesse de l'entreprise, l'âge d'un mandataire. Enfin bref, vous pouvez faire passer tout en revue l'ensemble des critères. En plus, aujourd'hui, il y a des capacités d'intelligence de données qui sont rendues accessibles à tous avec tous les outils d'IA et qui vous permettent de pouvoir faire ce travail-là dedans. Et ça va vous permettre de pouvoir commencer à construire quelques critères qui vont définir ce à quoi ressemblent les entreprises qui restent le plus longtemps chez vous. Et derrière, votre travail dedans, ça va être simplement de pouvoir maximiser la pipeline pour que les clients qui rentrent ressemblent à ces gens-là. C'est aussi statistique que ça. L'analyse, et ensuite on maximise la pipeline sur ces personnes. Et tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis. Il faut aussi se l'approprier en fonction des business de chacun. Parce que nous, chez Ecoanalytics, finalement, par rapport à de nombreuses entreprises, la taille de nos clients, ou en tout cas des entreprises clientes, n'impactait pas tant que ça notre ICP. C'est-à-dire qu'on avait des très grosses structures qui achetaient peu et des toutes petites structures très spécialisées qui achetaient beaucoup. Et en fait, j'ai essayé à un moment de me dire, on va adapter, on va aller uniquement sur des grosses entreprises comme on le fait de manière générale, en tout cas pour avoir plus un account-based marketing approche et aussi une approche très personnalisée côté commercial. Et on s'est rendu compte que pour nous, ce n'était pas ça qui forcément fonctionnait, qu'on avait d'autres critères. Okay. Je dis tout le temps qu'il faut aussi s'adapter à son marché, à son entreprise, à ce qu'on fait, pour trouver les critères qui sont les siens. Il y a souvent une surcouche en plus de tout ça qu'on appelle souvent la partie business line. Donc, dedans, vous avez des lignes de business qui sont très différentes et dans lesquelles vous avez des comportements entre ces personnes, des critères qui peuvent être très différents, justement. Pareil pour nous, une petite structure peut être
On a beaucoup d'agences de prospection aussi qui sont clientes de Faro. Ce n'est pas forcément des gens qui sont des entreprises de 100 personnes, mais qui vont rester longtemps chez nous, acheter des crédits, enfin voilà, cette partie-là. Il y a cette notion qui est aussi présente de business line. Mais voilà, l'intérêt en tout cas, c'est de pouvoir analyser les clients qui sont les plus intéressants dessus et que vous puissiez dessiner ce profil un petit peu parfait et ensuite réappliquer ces critères. Ça va vous permettre de pouvoir tout simplement monitorer vos ciblages. Hein. Ensuite, vous allez pouvoir faire… Toute votre acquisition va être tournée autour de ça. En fait, quand vous faites de l'acquisition, nécessairement, vous allez vous retrouver avec des personnes qui vont rentrer chez vous qui ne correspondent pas parfaitement aux prospects que vous voudriez avoir. Vous les avez un petit peu coûte que coûte. C'est le cas pour n'importe quelle entreprise. Mais vous allez centrer votre travail, tous vos efforts sur ces clients-là. Ça va vous éviter de vous disperser, ne serait-ce que dans les messages, parce que vous allez pouvoir vous dire, OK, ces personnes-là, elles sont véritablement intéressées par cet avantage concurrentiel dessus, c'est ça qui parle chez elles, et donc tous mes messages vont dépendre de ça. Et j'aligne ce message-là sur les différents canaux. Donc c'est très, très, très important. C'est pour ça que ce travail sur la LTV, il n'est pas seulement en lien avec ce qui se passe côté commerce, mais il est aussi en lien avec ce qui se passe côté marketing et puis aussi ce qui se passe côté produit. Parce que votre roadmap produit, elle est pour les gens qui ont la plus grande LTV. Elle n'est pas forcément pour les gens qui ont la plus grande transformation. Surtout sur cette Vas-y. partie prospection, et notamment aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on a quand même un peu plus d'aide pour aussi comprendre cette donnée. Je le sais, nous on utilise plutôt très simple, mais juste Sales Navigator permet aujourd'hui d'avoir de l'intent scoring, d'avoir des informations, et ça permet aussi d'utiliser cette donnée vraiment pour savoir qui prospecter, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire rentrer dans le pipe, et aussi trouver les opportunités où les entreprises les plus simples correspondent à nos ICP qui peuvent rentrer dans le pipe. Une solution comme Faro aide, mais en l'occurrence, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un must-have. Ouais, carrément. Peu importe les bases, de toute façon qu'on utilise, ça ne change pas la logique qu'il faut mettre en place dedans. On va vous montrer aussi comment nous, on a pu l'affecter, et c'est quelque chose qui est assez standard. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose, on n'a pas réinventé la poudre. Je pense que c'est à peu près pareil chez Ecoanalytics sur ce sujet-là. Mais l'idée, c'est de pouvoir justement faire passer, on va présenter juste après vraiment avec un workflow pour vous montrer dedans. Mais l'idée, c'est de dire quelles sont les opportunités qui méritent un accompagnement très, très, très personnalisé, quelles sont les opportunités qui méritent un accompagnement qui n'est pas forcément, enfin qui est standardisé dessus, dans lequel l'impact commercial est plus faible, et quelles sont les opportunités qui ne méritent pas forcément cet accompagnement dessus et qui doivent véritablement se traiter par elles-mêmes dedans. Donc nous, chez nous, c'est ce qu'on appelle le pipe iTouch. iTouch, ça veut dire les commerciaux vont être 100% manuels dessus. Là, ils vont passer du temps, c'est vraiment l'intelligence commerciale qui s'effectue dessus. Il n'y a pas de séquence prédéfinie, vraiment on s'adapte au prospect, on va accepter les échanges, les démonstrations, faire attention à ce qu'on propose comme information, comme on le disait, de ne pas communiquer trop de valeur tout de suite. Un pipe qu'on appelle self-serve, dans lequel là, la séquence va être beaucoup plus automatisée. Ça va répondre aux pains habituels sur ces personnes. On ne va pas accepter de rendez-vous commercial sur ces personnes-là, parce que même s'il y a transformation, on sait que la valeur dans le temps, elle est beaucoup plus faible, et donc on ne peut pas se permettre de mettre des efforts trop importants dessus. Et puis, un dernier pipe qui est un pipe dans lequel on considère que ces gens ont peu de chances de transformer chez nous. Ça peut être des gens qui sont un petit peu plus curieux, qui ne sont pas en recherche active. Le besoin n'est pas urgent. C'est des structures qui correspondent moins à notre ICP. Et donc là, on va véritablement limiter les efforts qu'on peut faire dessus. Donc, on a cette répartition qui est présente et qui permet de construire tout simplement l'équipe de manière solide. Ça a un impact parce que si par exemple, nous, avec le volume d'opportunités qu'on commence à gérer, on pourrait se dire il faut que je recrute x3 l'équipe commerciale. Il faut vraiment, véritablement, si j'ai envie d'avoir le même accompagnement pour tout le monde, il faut que je recrute 3 fois l'équipe commerciale qui est actuelle. Mais j'aurais beaucoup de déceptions côté commercial et puis des taux de transformation qui seraient incompréhensibles pour moi. Donc ce regard, cette analyse en fonction du fit score, donc c'est le terme qui est utilisé, elle est très, 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 très importante. Elle est déterminante pour votre orga commercial. En l'occurrence, nous, on vit la même chose. Chez Ecoanalytics, les cycles de vente sont un peu plus longs parce qu'on a des cycles de vente, si on considère et on inclut les tests, d'environ 6 mois, mais si on exclut les tests, on a des cycles de vente qui tournent plutôt autour d'une année. Donc, on a un peu plus de temps pour discuter avec l'ensemble de nos leads qui entrent dans le pipe. Néanmoins, on s'est rendu compte qu'en fait, de mettre un AI c'est ce qu'on faisait avant, sur tous les inbound, mais en fait, j'avais des gens qualifiés qui perdaient leur temps.
Donc aujourd'hui, on a réorganisé ça de manière assez différente, où moi, la partie inbound passe en qualification d'abord par les SDR, qui vont, eux, ont des critères, comme j'en parlais tout à l'heure, du BANT, etc., pour bien être sûr qu'on est aligné d'un point de vue cas, d'un point de vue besoin. Mais aussi, il y a un côté qui est assez simple, c'est d'être sûr qu'on parle à des personnes qui comprennent ce que c'est que de la donnée et qu'est-ce que ça implique en fait de travailler avec de la donnée. Et si c'est intéressant, ensuite on repasse par une deuxième phase de qualification AI qui va être beaucoup plus précise, notamment sur le besoin. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est le budget qu'on va y dédier et quand est-ce qu'on veut le faire? Et on a une troisième phase de qualification, nous, qui passe par l'équipe pre-sales, product management, qui là va être surtout sur la technique, comment on va délivrer la donnée, est-ce qu'on est capable techniquement de la fournir, est-ce que l'entreprise est capable d'utiliser cette donnée et quelles vont être les petites modifications qu'on va avoir à faire. Et en fait, c'est en ayant ces trois niveaux de qualification qu'on s'est rendu compte qu'on était capable de savoir quelles étaient les entreprises sur lesquelles on voulait passer du temps, les entreprises sur lesquelles on voulait faire de la personnalisation et les entreprises sur lesquelles on voulait essayer d'aller le plus vite possible, quitte à, et c'est ce que trop souvent les commerçants ont du mal à faire, mais quitte à dire non et dire bah, écoutez, je ne pense pas qu'on est fait pour travailler avec vous dans les médias. Ouais, ça je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et vous le voyez dans la maturité que peut avoir une équipe commerciale, c'est sa capacité à dire non à des personnes qu'elles ont en face d'elles dedans. Vous le voyez tout de suite. Sinon, vous pouvez avoir très bien une équipe commerciale dans laquelle, encore une fois, les critères de fit sont moyens dedans. Enfin, l'entreprise correspond moyennement, mais le sales peut avoir l'impression que potentiellement à un moment il y aura un gros ticket à obtenir et du coup il va s'acharner en fait dedans. Et ça, vous voyez vraiment la différence quand la maturité commerciale de l'organisation et du sales en lui-même progresse. Il sait très bien qu'en fait ce deal ça sert à rien, il va perdre son temps dedans. Les critères sont tellement trop moyens que en vérité il va s'épuiser et il va dire non tout de suite. Et ça, véritablement, vous le voyez, vous pouvez. Enfin, ça, pour moi, c'est un des aspects pour voir la maturité des accounts exécutifs dessus. Ouais, je suis d'accord. On vous montre en workflow donc comment ça se passe chez nous dessus, véritablement. Je vais détailler un petit peu les critères, mais quand vous arrivez et que vous inscrivez sur Faro, donc vous pouvez aller sur faro.com, vous inscrivez dessus. Au moment où vous allez faire votre compte, on va calculer, bon, on a pas mal de chance parce qu'on a beaucoup de données, forcément c'est notre métier, beaucoup de données d'entreprise, mais on va calculer en tout cas votre organisation pour regarder si l'organisation a une taille d'entreprise qui correspond pour nous. Donc la taille d'entreprise est un critère qui est important. Le code NAV que vous avez, il y a des codes NAV qui sont plus ou moins importants pour nous. Est-ce que ça fait peu longtemps que vous êtes à votre poste dessus? Quel est le niveau de responsabilité que vous pouvez obtenir? On a une liste comme ça de critères et de conditions qui viennent et qui nous permettent de dire « Ah, c'est une opportunité qui mérite une attention particulière parce qu'on pense qu'elle a une valeur dans le temps qui va être plus importante, ou alors c'est une opportunité qui a une valeur dans le temps qui va potentiellement être plus faible. » Une espérance, en tout cas, une espérance de gain qui est plus mesurée sur cette personne. Ça, c'est véritablement, c'est la donnée d'entreprise qui nous permet, la donnée d'entreprise et l'analyse prospect qui nous permet de faire ce travail dessus et qui va conditionner par la suite la création d'opportunités dans PyDrive. On utilise PyDrive chez Faro. Mais donc sur les fit score A, on va envoyer ça dans un pipe particulier qui est le pipe iTouch et on va créer une opportunité associée à cette personne, à ce contact. Si c'est une opportunité B, on va l'associer dans un pipe qu'on appelle self-serve. Et si c'est une opportunité avec un fit score C, on ne va pas créer d'opportunité, on va simplement laisser le contact, il vivra par une séquence d'onboarding dessus, mais il n'aura pas de séquence particulière associée à une séquence commerciale qui partira. On en parlait un petit peu avant en off, hein, mais moi je trouve que c'est vachement intéressant finalement la gestion que vous avez d'avoir deux pipes différents. Nous, on l'utilise uniquement pour les événements. Lorsque les événements, on a énormément de personnes parfois qu'on va rencontrer, ou lorsqu'on fait un webinar, ou lorsqu'on fait quelque chose, on a énormément de personnes qui s'inscrivent. Et on utilise des pipes différents pour faire du nurturing et envoyer des séquences. Et en contrepartie, avoir les personnes avec lesquelles on veut vraiment être en discussion. Mais je trouve pour gérer le volume, c'est intéressant. J'ai jamais vu ces deux pipes, donc c'est pour ça que je suis intéressé par ce que tu me dis, mais je trouve ça être une bonne solution en tout cas. Ça permet la création des deux pipes, ça permet de pouvoir créer soit une partie qui est absolument manuelle, soit une partie qui va être automatisée, dans laquelle on peut faire des automatisations, des séquences commerciales au nom du commercial, mais dans lequel les messages seront standardisés. Cédric reposait la question des critères. Donc pour nous,
pour nous, en tout cas, sur les critères de scoring, c'est des critères qui sont liés à la taille d'entreprise, au secteur NAF, à la localisation de l'entreprise, c'est un critère qui est important pour nous. On va utiliser aussi des éléments qui sont liés par rapport à la récence du poste, donc s'il y a une prise de poste qui est récente et au niveau de responsabilité. Ça, c'est les critères qui nous permettent de pouvoir évaluer. Et en fonction de ces réponses, et comment il y a des et et des ou entre des conditions dessus. Oui, il y a des critères de localisation en fonction de ça. Je ne peux pas tout détailler, après il y a une secret de sauce un peu dessus, mais vous voyez qu'il y a cette partie qui va être... c'est des critères qui vont nous permettre de pouvoir considérer que c'est A ou c'est B dedans. Ensuite, il y a un autre mécanisme qui existe, qui vient rattraper un petit peu tout ça, c'est le mécanisme de promotion. Le mécanisme de promotion, c'est pour vous dire, au départ, ce fit score était très important ou moins important. Et dans ces critères qui sont les moins importants, donc les fit scores qui sont des B ou des C, il y a des informations qui nous permettent de dire que cette opportunité devrait être traitée plutôt comme une opportunité A dedans. Pour créer ce mécanisme de promotion, on a deux valeurs qui sont souvent utilisées, c'est ce qu'on appelle l'intent score et la value score. Et encore une fois, désolé pour les anglicismes, mais c'est véritablement c'est la manière dont c'est appelé, dont c'est documenté. C'est le score de valeur ou le score d'intention dedans, si on veut vraiment faire ça en bon français, dedans, qui va nous permettre de pouvoir dire cette opportunité est très importante. Par exemple, pour nous, on va considérer que si la personne a un certain nombre d'utilisateurs supplémentaires qu'elle ajoute pendant l'essai, alors sa valeur est plus importante. Parce qu'on sait que voilà, Faro délivre beaucoup de valeur pour la prospection en équipe dedans, c'est quelque chose de très important pour nous. Donc, ça mérite de pouvoir être accompagné par plutôt un accompagnement qui est très personnalisé côté commercial. Ou alors, cette personne a une utilisation du produit qui est très forte dedans et qui ressemble aux comportements d'utilisateurs qui sont scorés A. Ou alors, elle a une opportunité, elle a connecté son CRM, il y a beaucoup d'objets dans son CRM, donc c'est quelqu'un qui a de la prospection active, qui vient contrarier un petit peu ce qui était dit par le fit score initialement. Et là, on va se permettre de pouvoir promouvoir l'opportunité. Elle va quitter son pipe initial, self-serve ou pas de pipe, et rebasculer vers le pipe high touch. Donc ça c'est vraiment c'est un mécanisme de promotion dessus qui vient rajouter de l'information. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez chez EcoAnalytics. Non, étant donné qu'on n'a pas de pipe, on utilise moins cela. C'est justement, j'avais une question. Est-ce que du coup, du côté de Faro, les commerciaux ont accès aux deux pipes? Est-ce qu'ils ont accès qu'au pipe A lorsque c'est passé? Ouais, ils ont accès aux deux pipes dedans. On va dire que le deuxième pipe, celui qui est le pipe self-serve, c'est plutôt quelque chose dans lequel ils vont aller identifier. On va leur demander de concentrer énormément d'efforts sur la partie high touch et c'est beaucoup plus agréable pour eux dessus, donc sur le premier pipe. Ensuite, sur le deuxième, c'est véritablement s'ils sont plus légers dans un moment dessus, d'identifier les opportunités qui sont sur le point de transformer et donc de reprendre un contact dessus. Mais le but, c'est vraiment de travailler le moins possible sur ce second pipe et de travailler le plus sur le premier, de manière transparente. Ouais, du coup, nous, on a utilisé à un moment l'outil parce que nous, on a HubSpot en tant que CRM. On avait un workspace qui était Sales et qui permettait en fait d'avoir la gestion de tous ces leads et de pouvoir les traiter, donc qui était comme un pipe de leads. Et lorsqu'ils sont assez qualifiés, assez intéressants, on les faisait rentrer dans notre pipe commercial classique. Et dans cette question de lead, j'avais créé différentes étapes de meeting. Donc, Discovery 1, 2, 3 pour nous, qui nous permet en fait de comprendre un peu aussi le cycle de vente avant de rentrer dans le pipe, qui nous permet en fait d'avoir quand même cette gestion de lead et de continuer à les travailler, à leur envoyer des séquences ou autres sur eux avant qu'ils soient totalement qualifiés. Donc mais finalement, je suis d'accord que c'est pas une gestion de pipeline différente, c'est plutôt un petit peu en amont pour nous. Ouais. Après, chaque organisation adapte un petit peu ce travail-là, mais le but, en tout cas, est de pouvoir concentrer ses efforts. C'est ça l'idée générale dedans. Vous voyez ici, on vous montre de manière transparente ce qui peut se passer, mais c'est en fonction de cet intent score, vous avez des transformations qui sont plus ou moins importantes. C'est pour ça que c'est présent. Et c'est pour ça que l'analyse aussi, elle vous aide, parce qu'il y a des comportements que vous allez retrouver dans un produit ou potentiellement, quand vous faites du conseil, c'est probablement peut-être sur, je sais pas, l'ouverture de documents, des éléments qui sont très particuliers et qui vont vous permettre de dire quand cette personne fait ça, sa transformation bascule. Donc pour nous, c'est en fonction du volume de recherche. S'il y a des volumes de recherche qui sont plus importants, eh ben, sa note d'intent score, elle progresse, de données d'intention, elle progresse, et donc sa probabilité de transformer est plus importante. Au départ, on peut penser que c'est du vent, mais en fait, ça se passe tout le temps comme ça.
Ça se reproduit, ça suit la même loi et c'est toujours le cas. Dedans. Je remarque la portée dans la partie limite. Je te laisse développer sur la Ouais, bien sûr. priorisation. Alors nous, étant donné, comme je l'ai dit, qu'on a des cycles de vente qui étaient très longs, par rapport à des entreprises qui ont énormément de volume, on peut se permettre de passer un petit peu plus de temps à qualifier et avec les leads entrants ou même toutes les prospects qu'on peut avoir. Comment prioriser nos deals? Nous, finalement, on va le faire sur ces 4 gros critères, hein. Est-ce que ça fait partie des ICP? Parce que parfois, on s'est rendu compte qu'on avait des entreprises qui étaient hors de notre champ des ICP qui pouvaient être très intéressants, qui pouvaient apporter une nouvelle vision, peut-être une nouvelle façon d'utiliser notre donnée. Après, est-ce qu'on a vraiment un vrai pain point? Parce qu'on a eu énormément, nous, de demandes d'entreprises curieuses, de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire, envoyer un échantillon, je verrai ce que je peux en faire. Donc, est-ce qu'on a un vrai pain point? Est-ce qu'il y a un besoin identifié? Et ensuite, quel est le use case qui est lié à ce pain point? Parce que parfois, on a eu des pain points dont le use case n'était pas bon pour nous. On comprend le problème, mais nous, on ne peut pas y répondre. Le quatrième sujet, c'est l'urgence en fait. Est-ce qu'on a quelque chose tout de suite? Est-ce que c'est exploratoire? Et lorsqu'on parlait de l'intent scoring, de notre côté, on a justement dans notre formulaire sur le site internet de savoir est-ce que c'est juste exploratoire ou est-ce que c'est quelque chose qui est d'actualité, une donnée qu'ils sont prêts à acheter tout de suite. Et forcément, le sujet également du LTV, est-ce qu'on est sur quelque chose qui va être important pour l'entreprise ou un deal qui va juste apporter de l'argent immédiatement, mais rien à l'avenir. Ça nous permet vraiment de savoir si tout est aligné, c'est une grosse opportunité qu'on va vouloir travailler. Sinon, on va essayer de la travailler si la LTV est faible, mais sans y perdre trop de temps. Comme on le disait, sans amener des échantillons personnalisés, mais essayer de les travailler le plus rapidement possible. Et là, j'insiste beaucoup auprès des commerciaux en leur disant, voilà, OK pour travailler cette opportunité, mais par contre, temps limité dessus. Après, on a celles qui ne sont pas des ICP. Donc, dans ces cas-là, on fait vraiment une analyse en interne, nous, pour savoir, OK, c'est pas un ICP, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Est-ce que ça vaut le coup d'y mettre des efforts et d'y passer du temps? Et la quatrième sujet, hein, c'est que finalement, quand on a des entreprises qui n'ont pas de vrai intérêt, pain point, use case, dans ces cas-là, soit on repasse en sa qualification. Je demande même au SDR s'ils ont des doutes de passer comme un AI qui peut requalifier. Peut-être qu'on a raté quelque chose. Peut-être qu'on va découvrir une nouvelle façon d'utiliser notre donnée dans le marché. Mais on ne va pas se mentir, la plupart du temps, c'est les entreprises qu'on va refuser et qu'on va mettre de côté. J'en ai parlé tout à l'heure du pipe finalement qu'on avait 80% du pipe qu'on a repoussé. Et justement, j'en profite pour dire une petite chose qu'on a travaillé chez Eco, justement pour aligner l'équipe commerciale et l'intérêt de travailler une grosse opportunité avec la LTV. On l'a beaucoup travaillé chez Eco. De mon côté, en fait, dès qu'on faisait un petit test, dès qu'une entreprise achetait de la donnée pour un pays, ça passait directement ensuite côté AM, CSM. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun intérêt pour les commerciaux, les AI New Business, de prioriser les deals à fort LTV. Pourquoi? Parce que finalement, peu importe ce qui se passait, ils perdaient ensuite l'ownership sur les opportunités à venir. Ce qu'on a changé, on a donné aujourd'hui l'opportunité pour les accounts exécutifs de garder les deals 1 an, voire 2 ans, les entreprises, à partir du moment où on sait qu'il va se passer quelque chose très rapidement, où le premier achat est finalement un achat un peu test pour voir ce qu'on va pouvoir en faire. Et dans ces cas-là, ça m'a permis d'avoir des accounts exécutifs qui sont beaucoup plus intéressés sur des deals qui vont apporter de la valeur à long terme, parce qu'ils savent que le premier upsell va rester chez eux. Et ça, c'est vraiment des petits changements qu'on a fait comme ça pour être sûr qu'une vraie opportunité devienne une grosse opportunité et qu'une opportunité à faible LTV devienne une opportunité où on passe peu de temps et on le donne le plus rapidement possible à un CSM pour faire la suite. Tu dis petite opportunité, tu es modeste, mais c'est vraiment Ouais. petit changement, mais c'est un énorme changement. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est qu'effectivement, le travail de l'account exécutif ne s'arrête pas au premier achat dedans. On se rend compte, et au fur et à mesure, dans la taille, plus les deals progressent, plus effectivement ce premier achat continue à être un test dans l'entreprise. Et donc, le travail commercial n'est pas véritablement terminé. Et
basculer tout de suite vers un AM, ça semble pas forcément toujours la bonne organisation. Comme tu dis, ça incite moins les AE initialement à aller travailler ces opportunités-là, mais plutôt de les garder en portefeuille. Les garder en portefeuille et donc forcément, encore une fois, avoir moins d'opportunités à gérer initialement pour pouvoir continuer à faire ce travail de découverte sur les opportunités qui viennent de transformer. Et une fois qu'elles ont transformé, continuer l'approche et potentiellement aller développer le contrat, rajouter les prestations qui correspondent à l'usage une fois que l'utilisateur a été beaucoup plus convaincu, qu'il s'est implanté dans ses process, qu'il a vu le ROI par lui-même. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, où le passage vers le CS ou le passage vers l'AM est retardé. Tout simplement, c'est retardé. J'ai d'autres exemples où c'est pas forcément un an, où ça c'est véritablement très spécifique à Echo, mais ça peut être 3 mois, 4 mois dedans avant que la suite soit considérée. Et c'est un point très intéressant. Et en revenant sur le sujet de data, finalement, c'est aussi en se basant sur la taille du potentiel du second achat qu'on peut définir si c'est l'AI qui doit le garder ou si on doit passer côté AM. Ce que j'ai tendance à répéter, c'est que finalement, si le second achat est faible, où il n'y a pas de projet dans les 6-7 mois, c'est mieux de le donner à un CSM, un CS, pour pouvoir travailler de nouvelles opportunités qui vont générer du revenu. Ouais, carrément. Juste quelques petits points limites par rapport à ce qu'on a pu se dire, c'est qu'effectivement, que ce soit la notion de fit score ou le reste, il y a quelque chose qui peut être un peu prisonnier de ça, c'est que vous allez pouvoir... le modèle ça nécessite de le revoir de temps en temps, parce que c'est un modèle qui potentiellement n'apprend pas. En fait, vous allez répéter ce qui a fonctionné, et c'est très très bien dedans, mais c'est quelque chose qu'il faut revoir continuellement pour voir si vos critères de fit sont toujours les mêmes, donc de ne pas vivre. Parce que potentiellement, vous n'allez pas vous attaquer à des opportunités qui pourraient avoir une LTV parce que vous avez décloisonné des cas, parce que maintenant votre société traite mieux certains types d'entreprises, certains secteurs, et donc vos critères de fit vous éloignent du traitement approprié pour ces personnes. Donc ça, bien penser à pouvoir réévaluer les choses, pas tous les 15 jours, mais à le faire de temps en temps dessus. Dedans, l'intent score, c'est quelque chose qui est sur notre critère, donc ce critère de promotion, c'est quelque chose qui peut être parfois un tout petit peu trompeur parce que c'est un critère qui va évoluer dedans. Donc l'intent dessus, il va être pris à un moment donné, ça va être quelqu'un qui va être très chaud et potentiellement il va refroidir. Donc ça peut rendre la relation commerciale, le traitement commercial un petit peu plus compliqué côté sales, donc faire attention à ces critères qui sont tout le temps en train d'évoluer. Dedans, ça c'est assez problématique. Et la value score, ce que nous on conseille, donc c'est vraiment la value score, c'est la valeur que vous êtes censé tirer de cette personne, le revenu récurrent par exemple par mois que vous êtes censé tirer de cette personne. C'est un critère qu'on conseille d'analyser au début de la période d'essai et au moment où la personne passe à l'achat, de le réévaluer. Parce que ça, potentiellement, c'est complètement revu. La personne, chez nous, par exemple, elle a connecté son CRM, elle a ajouté des utilisateurs. Du coup, sa valeur n'est pas du tout la même, statistiquement, que celle qui avait été calculée au départ. Donc, bien penser aussi à revoir, à calculer à différents moments ces valeurs-là, parce que ça va adapter votre traitement commercial, forcément. Et bien sûr, c'est le thème initial, mais c'est ce débat entre volume et quantité. Je pense vraiment que si vous avez envie d'avoir des opportunités, d'avoir un traitement commercial qui est excellent sur les opportunités qui ont le plus de valeur, de continuer à faire des découvertes qui sont approfondies, à aller chercher tout le potentiel que vous pourriez sur des comptes-là, il faut que vous puissiez vous écarter de cette vision volumique. Donc, vraiment, la laisser de côté. Créer les parcours, ça ne signifie pas que votre organisation ne va pas du tout s'intéresser à ces opportunités-là, mais ça signifie que son accompagnement commercial et tout le feedback que vous allez en prendre, il va être mesuré, il va être au regard de cette analyse du fit score. Et ça, vraiment, ça change les efforts que vous êtes en capacité de pouvoir mettre. Et justement, sur le volume ou qualité, moi, j'insiste toujours à vraiment regarder son taux de closing, essayer de comprendre même le pourcentage de son pipe qui va être repoussé à plus tard. C'est vraiment de la donnée assez facile, je trouve, à récupérer et qui permet en fait déjà d'avoir une analyse de la situation et de savoir si on met les efforts au bon moment, aux bons endroits et de pouvoir réadapter sa stratégie. Carrément. Donc voilà, on a un petit peu conclu en avance, mais c'est ce travail sur la data qui vous permet de pouvoir faire ça, la data plus quelques critères qui sont propres à votre organisation qui vous permettent de pouvoir véritablement créer ces segmentations initiales
on vous serait que vous conseiller de les faire. Ça change beaucoup la manière où vous allez voir votre business dedans. Vous allez sortir un petit peu de l'intuition et rentrer dans quelque chose de beaucoup plus rationnel, raisonnable dedans. Et vous allez vous rendre compte que vos manières de, enfin, c'est pas la même chose de pouvoir augmenter la transformation sur l'ensemble du pipe que de travailler à améliorer la LTV sur une petite partie de votre business. Là-dedans, c'est pas du tout les mêmes efforts. Donc c'est un choix, mais quand vous maximisez la LTV, vous êtes véritablement en train de travailler à ce que votre entreprise soit solide, à ce que la croissance soit stable dedans, enfin en tout cas qu'elle soit sereine. Alors quand vous êtes en train de travailler sur la partie transfo sans cette vision sur la partie LTV, bah, ça peut être un petit peu plus château de sable dedans et un épuisement sales qui est indéniable dedans. Oui, pardon, vas-y, Landry. Pour conclure de mon côté, je voulais ajouter que justement, il faut faire attention par rapport à cette question de pipe. Un lead ne veut pas dire un bon lead. Une entreprise qui est intéressée ne veut pas dire un client. Il faut vraiment prendre le temps de bien qualifier et de savoir vraiment ce qu'on veut faire avec son business. Et l'autre chose qui pour moi est très importante, c'est de comprendre que quel que soit le temps qu'on passe pour qualifier ou autre, c'est de l'argent. Ça rentre dans le PNL de l'équipe commerciale, ça rentre finalement dans le temps qu'on va passer, qu'on ne passera pas sur autre chose. Moi, j'invite toujours et je me suis longtemps posé la question, est-ce que je voulais garder des SDR, par exemple, de notre côté, ou est-ce qu'on voulait avoir des accounts exécutifs full stack qui allaient faire l'ensemble du cycle de vente? Et aujourd'hui, on a pris la décision, et je prends la décision de garder des SDR, justement, pour cette première qualification et pour trier un peu les leads entrants, parce qu'avoir des personnes qui sont qualifiées et souvent chères pour finalement rencontrer des entreprises ou des prospects peu intéressants ou peu intéressés, parce que parfois c'est de leur côté, et ben en fait c'était énormément d'argent dépensé en interne pour peu de retour. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment utiliser la donnée au maximum pour éviter justement les dépenses inutiles. On est dans des startups, on est tous dans des PME, des entreprises qui finalement, à part Total, j'imagine, mais la plupart des entreprises ont quand même ce besoin de faire attention ou par l'argent, dépenser bien en dépensant votre temps sur ce qui est intéressant et important. Carrément, c'est la manière d'être le plus efficace. Landry, si on veut te poser des questions sur la partie commerciale, comment on peut le faire? Il y a ton email qui est ici, mais c'est quoi? LinkedIn, email? Ouais, je pense que le mieux, c'est LinkedIn, parce que les emails, moi, j'imagine comme beaucoup, j'en reçois beaucoup d'emails de prospection, donc privilégier LinkedIn. Je suis assez réactif normalement sur LinkedIn. Au top. Bah, merci beaucoup. Merci pour ta présence et tout ton partage d'expérience sur ce thème. On espère qu'on a pu vous faire découvrir cette partie-là, pour ceux qui ne le connaissaient pas, cette ambivalence transfo LTV et ce regard qu'il faut mener dessus. Si vous avez envie de pouvoir tester Faro, n'hésitez pas. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez vous rendre sur faro.com. Il y a un essai gratuit pendant 15 jours avec des crédits pour pouvoir créer vos listes, ajouter vos prospects, connecter vos CRM, inviter les utilisateurs supplémentaires pour que vous puissiez prospecter en équipe. Voilà, et puis on était ravis. On se retrouve bientôt et dans une période qui ne sera pas de vacances scolaires pour un nouveau webinaire. Et en tout cas, on était ravis. Merci Landry et merci Pierre pour la présentation. Merci Alexis, merci Pierre, merci à toute l'équipe Faro et merci à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée.